Bonjour, bienvenue, c'est l'heure de La Voix libre sur France 3. Cette semaine, nous devions recevoir, comme nous le faisons souvent, une personnalité politique de la région. Et puis il y a cette affaire, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, primat des Gaules, au cœur d'une véritable tempête médiatique, juridique et théologique aussi certainement. Philippe Barbarin, accusé de ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles qu'il connaissait, à minima de ne pas en avoir pris la mesure. Cette affaire Barbarin a occupé les JT cette semaine, elle a enflammé les réseaux sociaux, elle a fait vaciller l'Église catholique française, qui pourtant se voulait exemplaire en matière de traque des prêtres pédophiles. Alors on a voulu prendre un peu le temps pour mieux comprendre, c'est donc une édition spéciale que nous consacrons à cette affaire. Et avant de vous présenter ceux qui sont avec moi dans ce studio, une précision, nous avons bien entendu sollicité le cardinal Barbarin pour qu'il s'explique sur ce qui lui est reproché. Nous lui avons proposé plusieurs formes pour le faire, ce n'est pas son choix. Il préfère pour l'instant le silence. De même, pour l'épiscopat français, l'évêque de Pontoise, Stanislas Lalanne, chargé de la cellule de veille sur ces questions de pédophilie, a lui aussi décliné notre invitation. Bonjour François Duverger. Laurent Duverger. Laurent Duverger. Vous avez 47 ans et comme des centaines d'enfants, vous faisiez partie de ce groupe de scouts qu'on appelait le groupe Saint-Luc, à Sainte-Foy-les-Lyons, ce groupe dirigé par le père Bernard Prénat. Et vous avez été une de ses victimes, on en parlera tout à l'heure. Bonjour André Soulier. Bonjour. Vous êtes un des avocats, l'avocat pour l'instant, du cardinal Philippe Barbarin, dont il convient de rappeler que pour l'instant, il ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et n'a d'ailleurs pas non plus été entendu pour l'instant par les enquêteurs. Et là aussi, on en reparlera. Bonjour Christian Terrasse. Bonjour. Vous avez créé et vous dirigez depuis plus de 30 ans la revue Goliath, une revue chrétienne, mais très critique vis-à-vis de l'Église catholique. Et vous avez suivi depuis longtemps toutes ces affaires de pédophilie. Et puis, nous retrouvons Sylvie Cozzolino, qui, elle, est à Rome, et nous verrons avec elle comment le Vatican réagit à cette affaire. Mais d'abord, et parce qu'elle est complexe, qu'est-ce exactement que l'affaire Barbarin? Et pourquoi n'en parle-t-on que maintenant, alors que les faits sont très anciens? Tout a commencé début janvier à Lyon. Récit signé Olivier Michel. Tout commence par une conférence de presse. Nous sommes le 12 janvier dernier. D'anciens scouts décident de briser le silence, de libérer la parole, disent-ils. Ce jour-là, ils révèlent avoir été victimes, dans leur jeunesse, d'agressions sexuelles répétées de la part d'un prêtre du diocèse de Lyon. Si ces victimes parlent, c'est qu'elles ont appris que l'abbé pédophile, un temps écarté, a ensuite été chargé de faire le catéchisme à d'autres enfants. Ma vie a basculé il y a 2 mois. Des policiers ont appelé mes parents. Ils effectuaient une enquête sur le père Bernard Prénat. Se retrouver à parler face à des médias, face à une caméra, face à un journaliste, c'est extrêmement difficile. Simplement, c'est un devoir. Bernard Prénat a longtemps dirigé un groupe de scouts dépendant de la paroisse Saint-Luc, à Sainte-Foy-les-Lyons. Il est décrit comme un homme charismatique et autoritaire. Après ces révélations, le prêtre est placé en garde à vue et puis confronté à ses anciennes victimes. De nouveau, il reconnaît les faits. C'est un homme qui a reconnu des agressions il y a 25 ans. Donc depuis 25 ans, il vit avec l'idée ou l'appréhension ou l'attente qu'un jour on lui demandera des comptes. Le prêtre est mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineur de moins de 15 ans. Mais l'affaire Prénat va prendre une autre tournure. Lors de son audition, l'abbé confirme que sa hiérarchie était informée depuis longtemps. Ce qu'il dit, c'est que le diocèse de Lyon a toujours été au courant. Tous. Tous depuis toujours. De Courtrai, Billet, Ballan et cardinal Barbarin. Il y a des gens responsables qui ont su et qui ont laissé faire. Et ça c'est inacceptable. Moi qui connaissais bien le père de Courtrai, c'était un homme de vérité et de justice, et là, il a fait sans doute ce qui se faisait à partir de Rome. Les conseils, c'était de déplacer. Désormais, les regards se tournent vers l'archevêché. Philippe Barbarin se serait-il lui aussi contenté de déplacer le prêtre pédophile? Excès de confiance, négligence ou volonté de cacher les faits, le cardinal fuit les questions. Philippe Barbarin choisit en fait de réserver sa parole à des médias chrétiens. Sur l'antenne de RCF Lyon, il invoque la justice religieuse. Pourquoi je n'ai pas dénoncé? Parce qu'il y a prescription canonique. J'aurais pu faire un procès canonique. Il n'y avait pas de plainte d'aucune des victimes. Ensuite, du point de vue canonique, c'était des faits anciens. Dans le quotidien La Croix, le prélat affirme qu'il a eu connaissance des faits dès 2007-2008. La déclaration fait bondir les victimes. Il nous dit qu'il est au courant depuis l'été 2014 et puis en fait on apprend qu'il est au courant depuis 2007-2008. Donc où est le vrai du faux là-dedans, on ne sait pas. Début mars, tout s'accélère. Plusieurs plaintes sont déposées contre des membres du clergé de Lyon et de Rome. Philippe Barbarin est cité nommément. Dans la foulée, une enquête préliminaire est ouverte.
enquête pour non-dénonciation d'agression sexuelle et mise en danger d'autrui. Et puis mardi 15 mars, nouveau rebondissement. Après l'affaire dite du père Prénat, une nouvelle plainte et surtout un nouveau témoignage place le cardinal Barbarin dans l'œil du cyclone. Un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur accuse l'archevêque de Lyon de ne pas avoir écarté un prêtre qui s'était livré à des actes pédophiles. L'ecclésiastique est toujours en activité du reste dans une paroisse de Lyon. Cette nouvelle victime, qui souhaite rester anonyme, a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et provocation au suicide. Sylvie Cozzolino, Sandra Méallier. C'est ce prêtre qui est visé, Jérôme Billou. Il officie aujourd'hui à la paroisse de l'Immaculée Conception dans le centre de Lyon. Le même jour, le Premier ministre interpelle publiquement Philippe Barbarin. C'est à lui de prendre ses responsabilités et de parler et d'agir. Un autre membre du gouvernement ira même jusqu'à réclamer la démission du prélat. De démission, il n'en est pas question, répète depuis des jours Philippe Barbarin. Mais devant la pression, les évêques de France réunis à Lourdes organisent en urgence une conférence de presse, une première depuis que l'affaire Prénat a éclaté. Pour ma part, je veux dire avec la plus grande force que bien sûr, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Ça fait 17 ans que je suis évêque. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir connaissance de faits par une personne qui vient me le dire. Aujourd'hui, Bernard Prénat réside dans un couvent. Il est placé sous contrôle judiciaire. Jérôme Billou a été suspendu cette semaine. Il a quitté sa paroisse du centre de Lyon. Philippe Barbarin lui attend d'être convoqué par les enquêteurs. Laurent Duverger, à la fin des années 70, vous êtes scout au GSL, le groupe Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons, qui est donc dirigé par le père Prénat, un homme particulièrement charismatique, qui a une très forte autorité. C'est comme ça qu'il est présenté. Et c'est comme ça qu'il est. Effectivement, moi je rentre. Exactement. Moi j'arrive au groupe Saint-Luc en 1978, je suis un petit garçon de 9 ans. Et rapidement, le prêtre, Bernard Prénat, jette son dévolu sur moi, donc dès 1979. Et ces faits se répéteront de 1979 à 1982, été 1982, lors d'un camp de Corse, dont j'ai parfaitement la mémoire. C'est-à-dire que donc pendant 3 ans, j'ai été sous l'emprise de cet homme qui a abusé de mon jeune âge, de ma faiblesse, de ce qu'on est quand on a entre 9 et 12 ans. Je sais que c'est pas facile à dire sur un plateau de télévision, c'est la première fois que vous le faites en plus. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement avec le père Prénat ? Ce qui se passe concrètement, pour ceux qui connaissent la topologie de l'église, ça leur permettra de visualiser un petit peu les endroits. Il y avait au 3e étage de l'église Saint-Luc une pièce réservée aux costumes, à côté de laquelle se trouvait son bureau. Régulièrement, il me demandait de l'accompagner dans son bureau. Pour quelle raison, ça je ne m'en souviens plus, faire du tri, enfin bon, il y avait pour une raison quelconque. Et puis là, dans cette salle des costumes, il m'attrapait, il me plaquait contre lui, il me guidait la main sur son visage, il se baissait pour que je l'embrasse. Il guidait ma main sur ses parties intimes, mais la sienne sur les miennes. Vous pensez être le seul enfant à l'époque à subir ça ? Vous ne savez pas que d'autres peuvent être aussi approchés de cette façon par le père Prénat ? Je crois qu'à 9-10 ans, vous ne vous posez même pas la question. Aujourd'hui, mettre les mots d'un homme de 47 ans sur les ressentis d'un petit garçon de 10 ans, pour moi, c'est du domaine de l'impossible. Simplement, je crois qu'à ce moment-là, vous avez quelque chose dans votre cerveau, un interrupteur qui se met sur off, ou en mode survie, je ne sais pas comment dire, parce que moi, il y a des choses où il y a un blocage, je n'ai aucun souvenir des mots qu'il m'a prononcés pendant 3 ans. Et vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il n'y a que moi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? À ce moment-là, le prêtre Bernard Prénat représente pour vous, il a une triple casquette. Il est l'adulte, et vous êtes l'enfant. Donc c'est un adulte, vous lui devez la respect et l'obéissance. C'est votre chef de groupe. Obéissance d'autant plus. Et il a cette triple casquette de prêtre, qui est, à l'époque, pour nous, jeunes scouts en plus dans un mouvement catholique, était une puissance omnipotente. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Justement parce qu'on a 10 ans, on ne sait pas quel mot mettre là-dessus, on est petit, est-ce que c'est normal ou pas ? On ne sait même pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'il me relâchait, je reprenais une vie normale au milieu de mes camarades. Et je rentrais chez moi et j'y retournais la semaine suivante. À quel moment vous en parlerez ? Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que moi, j'ai trouvé une aide extérieure bien longtemps après, en 2004.
J'ai rencontré fortuitement quelqu'un qui a été très bienveillante à mon égard et qui m'a dit Laurent, vous avez des problèmes, il faut en parler. Je sais pourquoi j'ai l'air malade. Non, vous portez des choses en vous, il y a quelque chose qui ne va pas, venez m'en parler. C'est pas une psychothérapie, on est bien d'accord, je suis pas allé voir un psychiatre, c'est simplement une personne que j'appelle un thérapeute, un psychologue, voilà, qui pendant près d'1 an m'a aidé à démêler tout un tas de choses, à comprendre qui j'étais, pourquoi j'avais enfermé tout ça, pourquoi je devais passer maintenant à autre chose, à apprivoiser ce passé, si vous voulez, à pouvoir vivre avec et mener une vie normale. En 2011, vous verrez le numéro 2 du diocèse, Thierry Braque de la Perrière. Exactement. Une personne de mon entourage, très bienveillante à mon égard, et je l'en remercie, me téléphone début 2011, en février 2011, et me dit, écoute, Laurent, quelqu'un m'est proche, et cette personne travaille au diocèse de Lyon. C'est un secret de polichinelle, on sait tous que tu as eu des soucis étant scout. Il serait peut-être bien que tu rencontres cette personne. 2011, moi j'ai fait le travail que j'avais fait sur moi, j'avais pas eu l'écoute que j'aurais dû avoir auprès des gens qui auraient dû me protéger à l'époque. J'avais trouvé cette personne en 2004 qui m'avait aidé à pas tirer un trait, parce qu'on ne tire jamais un trait là-dessus, mais à passer à autre chose et à appréhender une vie normale. Moi, aller brasser toutes ces histoires en 2011, j'étais pas spécialement chaud, mais bon, cette personne bienveillante a eu ce geste pour moi, je me suis dit, allez, au bout de 2 mois, je prends la décision de finalement lui rendre un petit peu justice et puis d'aller voir cette personne et je rencontre Régine Maire. Donc donc ça c'était en avril 2011. On prend un café, on discute. Écoutez, la maison a changé, c'est une maison sûre. Allez voir le cardinal Barbarin, je peux vous mettre en relation avec lui. Puis là d'un seul coup vous vous dites. Je suis Laurent Duverger, cardinal Barbarin, bon, voilà. Et puis je vous dis, replonger dans cette histoire qui était quand même très vieille, 2011, on parle du départ du père Prénat 20 ans auparavant. Pour nous, il était loin, il était peut-être mort, enfin on se pose même pas la question. On nous avait dit qu'il était écarté d'enfants, enfin, le sujet était clos. Je prends 2 mois quand même de réflexion pour me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce que ça va raviver. Et début juin 2011, je vais aller, banco, on y va. Je prends contact avec le diocèse, on me donne un rendez-vous, donc le 24 juin, je me présente. Je croise un ami, pour la petite histoire, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Tu vas rigoler, je viens voir ton patron. Et là, on m'annonce « Vous n'allez pas être reçu par le cardinal, mais par l'évêque Monseigneur Braque de la Perrière, qui est évêque auxiliaire. » Voilà. Thierry Braque de la Perrière, évêque auxiliaire. Je ne savais pas ce que c'était qu'un évêque auxiliaire. Je dis quand même, je vais être reçu parce que je soupçonnais être le bras droit du cardinal. Pour moi, c'est pareil. Et quand vous lui parlez du père Prénat, il a l'air surpris ? C'est lui qui m'en parle. Il n'est pas surpris du tout. Donc on parle de choses et d'autres, de la vie de famille, du travail, enfin bon, peu importe. Et puis bon, on aborde le sujet principal. Et j'ai un excellent souvenir de ces 2 phrases. « Nous avons le père Prénat à l'œil, il n'est plus au contact d'enfants. » Christian Terrasse, de la revue Goliath. Il aurait pu y avoir une première affaire Prénat en fait dès 1991, quand la famille de François Deveau, qui est un autre scout et qui est aujourd'hui le président de l'association La Parole Libérée, alerte le cardinal de Courtrai, qui est en charge à l'époque. De Courtrai éloigne Prénat, mais c'est tout. Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas de plainte des familles ? Parce qu'on est dans une culture à l'époque qui a complètement changé par rapport à la culture d'aujourd'hui. On a une intériorisation du système de l'Église. On a une intériorisation de la sacralisation de l'Église et de la sacralisation du rôle du prêtre qui fait que les familles catholiques hésitent ou ne vont pas contre l'Église pour éviter un scandale public. Aujourd'hui, la donne a complètement changé par rapport à ça. Les témoins témoignent à visage découvert, ils s'organisent en association et ils restent en justice par rapport à une non-dénonciation de crime. À l'époque, c'était absolument intenable, absolument impossible. C'est ce qui permettait à l'Église de déplacer les prêtres sous couvert d'une petite pénitence de 6 mois. André Soulier, on va rappeler qu'à l'époque, évidemment, le cardinal Barbarin n'est pas du tout à Lyon à l'époque des faits. Il prend la charge de l'archevêché de Lyon en 2002. Il est nommé cardinal l'année suivante. Il y a eu 2 autres évêques après Monseigneur de Courtrai, Monseigneur Ballon et Monseigneur Billet. Dans une interview à la Croix, Philippe Barbarin dit avoir été mis au courant en 2007-2008, c'est pas très précis, en rencontrant justement le père Prénat, qui lui avoue ce qu'il a fait quand il était en charge du groupe Saint-Luc. Il dit qu'en 2007-2008, déjà, regardez le problème avec les dates par rapport aux textes qui sont ma Bible, moi, le code pénal et le code de procédure pénale, il dit il y a des bruits, on me parle, etc. Je reçois le père Prénat. Et il dit, je reprends sa phrase,
Il dit j'ai été littéralement ébouillanté par cette affaire qui s'est terminée pour moi en début de 1991. Et puis c'est fini, rien d'autre. Il ne donne pas de faits précis, il ne donne pas de nom. Et par conséquent, moi qui ai pour vous, monsieur, le plus grand respect, votre nom, je le découvre au fur et à mesure, mais il ne donne pas de nom, il ne donne pas de date, il ne donne rien, aucun fait. Et ceci ne correspond d'ailleurs pas, à partir du moment où il a cette information, avec les obligations qu'il peut tenir du code pénal. Et il s'assure de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas eu de récidive à sa connaissance. Et deuxièmement, il dit... je ne peux pas être soupçonné de couvrir des faits de pédophilie puisque j'ai sanctionné préalablement à 2007 Alors, justement, André Soulier, prêtres et dans des conditions qui ont été sévères. André Soulier, on va écouter justement ce que disait le cardinal Barbarin à ce propos, cette fameuse entrevue avec le père Prénat, c'était à Lourdes cette semaine. Donc il raconte cette rencontre en 2007 ou 2008, la date n'est pas très précise. Voilà. Quand j'ai eu rencontre avec ce prêtre, je lui dis premièrement, comment de telles choses sont-elles possibles ? Il me dit, c'est pas la peine que je vous explique, vous ne comprendrez pas. Et la deuxième, je lui dis, est-ce que, oui ou non, depuis 1990-91, il s'est passé la moindre chose sur un enfant ? Il m'a dit, jamais, 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 parce que j'étais tellement ébouillanté par les horreurs que j'avais faites que plus jamais. Voilà. Alors, on peut, là, me reprocher de l'avoir cru. Pour l'instant, personne n'a trouvé de fait dommageable à partir de 1990, en tout cas sous mon épiscopat, et certainement pas avec ma connaissance, évidemment. Couvrir, ça veut dire tu savais et t'as laissé faire. Alors ça, absolument jamais. Avec une clarté totale, si vous voulez. Je ne dis pas que je ne me sois pas trompé dans l'appréciation pastorale, dans les décisions que j'aurais dû prendre, dans telle et telle chose. Et je veux bien que la justice me le montre. Voyez, et même, pas seulement la justice d'ailleurs, au fond des frères. Et qu'après nous nous disions, ça ne va pas. Ceci, nous devons le changer. Maître Soulier, il ne savait pas, c'est ce qu'il dit le cardinal Barbarin, mais ce qu'on lui reproche finalement, c'est de ne pas avoir cherché à savoir. Parce que là, aujourd'hui, peut-être, on parle de dizaines et dizaines d'enfants qui ont été abusés. Non mais attendez, si on part avec de pareilles dispositions d'esprit, je peux vous dire que ça va être compliqué d'ailleurs de faire le travail de la justice. Il ne sait pas, et il n'y a personne, ni les familles, ni les intéressés, qui sont venus lui dire voici quels sont les faits précis. Ce ne sera que beaucoup plus tard. Et il en témoignera, il demandera que le témoignage soit écrit pour que l'Église se mette à bouger. Moi, j'entends tout à fait ce que dit M. Terrasse, c'est tout à fait vrai. Et effectivement, nous ne sommes plus dans l'époque de 70, 80. Entre parenthèses, d'ailleurs, à l'époque, monsieur, si vous me citiez le nom du cardinal, ça n'était même pas de Courtrai, c'était encore le cardinal Renard à un certain moment. Mais qui s'en souvient ? Nous sommes à la fois dans l'histoire et dans le droit aujourd'hui. Le cardinal Barbarin dit, il y a quelque chose qui l'écorche. D'abord, franchement, vous demanderiez à le voir maintenant, je vous facilite la rencontre. Je vous le dis en direct, monsieur. Et il m'a pas chargé de mission. C'est moi qui vous le dis, parce que, effectivement, c'est insupportable ce que vous avez subi et ce qui s'est passé. Mais c'est une chose que de demander ensuite la tête du cardinal et qu'il soit traduit en correctionnel. Parce que là, il y a des textes. Là, il y a des textes et ça ne marche plus. Si vous me permettez. Alors, on va recadrer un petit peu les choses. À aucun moment, nous n'avons dit nous voulons la tête du cardinal. Merci. Voilà. Donc, que les choses soient très claires. Je me considère comme catholique, certes pas pratiquant, un peu échaudé par le clergé, tout le monde en conviendra. Mais je fais partie de cette famille des catholiques. Aujourd'hui, cette famille, elle est blessée, elle est éclaboussée par ces choses-là. Je suis d'accord aussi également, il n'a couvert aucun fait de pédophilie. Personne n'a jamais dit cela. Enfin, pour nous, c'est une évidence. Simplement, la question est également légitime quand on se dit... Si vous permettez, Laurent Duverger, moi je vais recadrer. Ce qui est reproché au cardinal Barbarin, c'est pas en effet d'avoir couvert des faits de pédophilie, mais c'est d'avoir ensuite laissé le père Prénat au contact d'enfants. C'est du reste ce qui a déclenché l'affaire par la suite, quand les anciennes victimes ont découvert que le père Prénat était toujours au contact d'enfants, alors qu'il a ce passé de prédateur sexuel. Voilà, tout à fait. Monseigneur Barbarin, à cette époque, ne prête pas foi aux rumeurs, et c'est tout à son honneur. Il rencontre le père Prénat. C'était la meilleure chose à faire. Là, après, est-ce qu'il aurait dû en parler à la justice ? Ce sera à elle de le dire, certainement pas à moi. Par contre, à un moment, est-ce qu'il n'aurait pas dû pousser un peu plus avant ses investigations ? Le père Bernard lui dit « Je ne vais pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas. » Moi, ça me choque
pas montrer méchant, mais qu'un subalterne parle comme ça à son supérieur, pour ceux qui ont fait le service militaire, qui étaient dans des institutions hiérarchisées, c'est quelque chose qui est impensable. À ce moment-là, il me semble que le cardinal Barbarin aurait dû lui dire ah si, vous allez m'expliquer, et puis par le menu, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Là, peut-être aurait-il pris la conscience et l'envergure du problème, ce qui malheureusement n'a pas été fait. Et là, on n'est pas dans une affaire juridique, on est dans une affaire plutôt morale. Voilà. Christian Terras, je vais poser une question très directement. Est-ce que, en laissant le père Prénat en charge, en fait, d'une paroisse, est-ce qu'on a fait prendre un risque aux enfants, clairement ? Oui, parce que croire un pédophile sur parole, c'est oublier de penser qu'un pédophile est dans le déni. Donc on ne sait pas ce qui a pu se passer après. Et je trouve que le cardinal Barbarin a agi avec légèreté et avec amateurisme dans cette histoire-là. Je pense qu'il aurait dû agir de manière préventive, c'est-à-dire de pousser les investigations beaucoup plus loin. Non pas se substituer à la justice, mais creuser davantage le dossier et pas mettre, si vous voulez, et recycler le père Prénat dans le tissu paroissial et pastoral au risque d'exposer des jeunes à sa prédation. André Soulier. Voyez-vous comme c'est difficile, monsieur Terras. Vous êtes un philosophe, vous êtes un écrivain, vous êtes quelqu'un qui réfléchit. Et vous venez de dire exactement le contraire de ce qui se passe. Vous dites, un pédophile est toujours dans le déni. Eh bien, celui-là l'était pas. Et il l'est d'autant moins qu'il reconnaît qu'il s'est mal comporté à une période de sa vie lointaine et qui probablement va entraîner un certain nombre de conséquences sur le plan juridique, mais en même temps, devant le cardinal, il dit oui, j'ai fait des choses qui sont inadmissibles, innommables, je ne sais pas quel mot il emploie. Il n'est pas dans le déni. Attends, franchement, merci d'apporter à mon moulin cette eau qui me fait plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne croit pas sur parole au coin d'une table et sous prétexte d'un examen de conscience un prêtre qui a autant de souffrance sur les doigts, sur le dos. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, il fallait que le cardinal Barbarin aille beaucoup plus loin dans ses investigations que de croire sur parole simplement ce prêtre-là, dont on sait très bien qu'il a abusé de dizaines de victimes. Avez-vous la preuve, excusez-moi, avez-vous la preuve qu'il ait été remis dans les conditions dont M. Duquesne se plaint à juste titre? Et encore une fois, moi je suis d'accord avec le cardinal pour dire tout ça est inadmissible et il vous présente ses excuses lui-même. Voilà. Mais ça ne suffit pas. On me dit, le père Prénat, après, il a fait ceci et cela. Entre parenthèses, d'ailleurs, m'amuse beaucoup le fait qu'on dit qu'il a été nommé doyen de paroisse. Attendez, je suis doyen du barreau lyonnais. Si vous croyez que c'est un titre, non, c'est un état. C'est plutôt une charge. Si l'affaire Barbarin a rebondi cette semaine, c'est qu'il y a une deuxième affaire, celle de l'ancien prêtre de la Croix-Rousse accusé de s'être livré ce qu'on appelle des caresses déplacées sur un jeune homme de 16 ans au moment des premiers faits à la fin des années 80, devenu adulte. Il avait porté plainte en 2009 sur les conseils d'ailleurs du cardinal Barbarin qu'il avait rencontré. Non-lieu dû à la prescription et puis plus rien. Ce curé, Jérôme Billou, est resté en place jusqu'à cette semaine. Sur cette affaire, voici comment se défend Philippe Barbarin. C'était lors de la conférence de presse de Lourdes. Ce qui me semblait de ma responsabilité, c'était de le rencontrer lui, de savoir comment il vivait son ministère, de savoir quelle était exactement cette difficulté, quand elle était survenue, dans quelles circonstances, pour qu'elle n'ait pas de chance de se reproduire. Cela dit, j'ai pas d'assurance, quoi. Donc là, par exemple, je demande qu'il n'exerce pas son ministère dans les moments qui viennent, jusqu'à ce que la justice se fasse. Mais évidemment, le principe de précaution consisterait à dire tu risques un jour de faire quelque chose de mal, donc je t'interdis de faire quoi que ce soit. Il ne reste plus personne. Il y a un passage de Saint-Augustin où il dit il n'y a pas de péché aussi grave que moi, je ne puisse commettre demain matin. Donc plus personne n'a plus rien droit de faire s'il y a des risques avec quelqu'un. Comment le Vatican a-t-il réagi à ces deux affaires Barbarin? Sylvie Cozzolino, vous êtes à Rome justement car vous travaillez avec Elle-Marie sur une série de reportages que nous diffuserons bientôt sur France 3 Rhône-Alpes. Il a semblé que le Vatican cette semaine soutienne le cardinal Barbarin. Je dirais plutôt, Paul, que le Vatican parle avec prudence de ce qui est devenu l'affaire Barbarin. Une prudence qui, du reste, tranche avec le déterminisme affiché en début de pontificat par le pape en ce qui concerne la pédophilie. Petit retour sur une chronologie de communication. Il y a quelques semaines, le pape est de retour d'Amérique latine. Dans l'avion qui le ramène à Rome, il déclare « Tout évêque qui se contente de déplacer un prêtre pédophile, eh bien, n'a rien à faire dans l'Église. Il doit quitter l'Église. » Évidemment, tout le monde pense que l'allusion concerne le cardinal Barbarin. Quelques heures plus tard, le chef de salle de presse, le père Lombardi, dément, désamorce une bombe qui menace d'exploser. Il dit non, il ne s'agit pas du cardinal Barbarin qui a agi dans cette affaire avec une extrême responsabilité.
Acte 2, il y a quelques jours à peine, l'association Les Victimes de la Parole Libérée, envoie un courrier au pape, demande une audience au pape, une lettre qui est très médiatisée. Et là, pareil, le père Lombardi, le chef du salle de presse, rétorque, ce n'est pas une manière de demander une audience privée, le climat n'est pas suffisamment calme, le cardinal Barbarin mérite respect, estime, il faut que justice se fasse. Néanmoins, des vaticanistes patentés nous ont dit que cette réponse du Vatican était quand même assez molle. Je dirais presque que finalement le Saint-Siège assure le service minimum en ce qui concerne le cardinal Barbarin, Paul. Laurent Duverger, effectivement, vous avez demandé une audience au pape, l'association La Parole Libérée. Vous avez été déçu justement de cette réponse? Et pourquoi voulez-vous voir le pape? Donc ce sont les membres du bureau qui ont écrit cette lettre. Moi je suis uniquement membre de l'association, juste à titre de victime. Je ne suis pas un fondateur. Je pense qu'il y a un moment où, depuis quand même de nombreuses années, l'Église prône la tolérance zéro. Bon, c'est doux à l'oreille, on est bien d'accord. Il y a un moment, on se demande si le message passe bien. Nous, ce qu'on a vécu, le message de l'association est très simple. Ce qu'on a vécu, on ne veut pas que ça se reproduise. Aujourd'hui, on sort un peu du bois, tardivement. Mais pourquoi tardivement? C'est parce qu'on l'apprend maintenant. On l'aurait appris il y a 5 ans, on aurait fait la même chose. Il n'y aurait jamais eu d'affaire si Prénat avait été écarté complètement. Pour nous, c'était le cas. On l'apprend fin 2015. Moi, j'ai été endormi en 2011 par l'évêque auxiliaire qui me dit, voilà... Et la réaction du cardinal Barbarin, ce que dit André Soulier depuis tout à l'heure, ça vous choque ou vous l'entendez? Il reconnaît quand même à demi-mot qu'il a pu faire une erreur. Ça, je l'entends. Je me suis peut-être trompé dans l'appréciation. Très honnêtement, avec tout le respect qui est dû à tout le monde, le peut-être est peut-être de trop. Je pense qu'effectivement, à un moment, quand on a un pédophile en face de soi qui avoue avoir commis des méfaits, le principe de précaution, c'est pas de dire, à mon sens, tu risques de faire quelque chose, parce que là, il risque de faire quelque chose, mais tu as déjà fait quelque chose. Les faits, ils sont déjà passés. Donc, à ce moment-là, on essaye de prendre la mesure des choses, on questionne le prêtre, on le fait entendre par des spécialistes, on le fait peut-être suivre, traiter. Il y a des thérapies qui existent pour ça. Et en vertu du résultat de ces thérapies, on avise ou non si on le remet au contact d'enfants. Là, il y a eu une attitude, à mon sens, dangereuse. La Voix libre sur France 3, édition spéciale consacrée aux affaires de pédophilie qui secouent le diocèse de Lyon et toute l'Église catholique. Pourquoi ces affaires de pédophilie continuent-elles d'empoisonner la vie de l'Église en dépit des positions très fermes des papes successifs de Jean-Paul II à François? On y revient, mais d'abord on va faire un point sur l'actualité de ce samedi en compagnie de Julien Sauvadon. Bonjour Julien. Bonjour Paul, bonjour à tous. On débute ce flash avec l'arrestation hier à Molenbeek en Belgique de Salah Abdeslam. Il était le seul membre encore en fuite du commando ayant opéré le 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Le député Les Républicains du Rhône, Georges Fenech, président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, a salué le fait que Salah Abdeslam ait été capturé vivant. Écoutez. C'est une avancée pour l'enquête des attentats du 13 novembre à Paris. C'est un soulagement aussi pour beaucoup de victimes, des familles de victimes qui savent qu'il y aura un procès puisque c'est l'un des auteurs interpellés vivant. Nous attendons évidemment des explications que devra fournir Abdeslam. Je ne pense pas qu'il se mure dans un silence indéfini. Les enquêteurs, les juges sauront sans aucun doute obtenir des explications. Est-ce qu'Abdeslam connaît tout? J'en doute aussi. Encore une fois, c'est un exécutant, comme l'étaient les autres impliqués dans les attentats de Paris et de Saint-Denis. Intense semaine pour la police nationale de la Loire. On l'a appris hier, au terme d'un long travail d'investigation, les enquêteurs ont pu démanteler 2 réseaux ligériens, l'un qui s'adonnait au trafic de stupéfiants et l'autre au cambriolage. Catherine Doll, Pauline Lavoie. D'un côté, des objets du quotidien, de l'autre, résine de cannabis, cocaïne, argent liquide et armes de poing. Les coups de filet ont été fructueux cette semaine pour les policiers ligériens. 7 mois d'enquête pour démanteler le réseau de cambrioleurs auteur d'une trentaine de faits. Dans la vallée du Gier surtout, 5 mois pour faire tomber des trafiquants de drogue qui inondaient près de 300 clients sur Saint-Étienne et ses environs.
Dans les perquisitions, effectivement, on a trouvé 3 kilos de résine de cannabis et 400 grammes de cocaïne, mais ça ne reflète pas l'ampleur du trafic, puisque également en perquisition, nous avons trouvé 9 paquets qui avaient contenu chacun 1 kilo de cocaïne. Dans les deux cas, la police est passée à l'action lundi dernier pour les interpellations, 13 dans l'affaire de stupéfiants, cueillis au petit matin sans résistance, mais en présence d'équipes du RAID. Certains mis en cause étant présentés comme armés et potentiellement dangereux, 5 ont été écroués. Pour les cambriolages, il s'agirait d'une bande organisée, originaire des pays de l'Est, résidant à Vénissieux. Là aussi, 2 ont été écroués. Montélimar, Saint-Paul-Trachâteau ainsi qu'une trentaine de villes en France se mobilisent aujourd'hui pour Lucas Tronche. Domicilié dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze, cet adolescent de 16 ans est parti de chez lui il y a tout juste 1 an. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Sa famille est inquiète. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Plusieurs rassemblements et lâchers de ballons sont prévus aujourd'hui à 15h. Depuis 1 an à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, la disparition de Lucas Tronche hante tous les esprits. Les dernières traces de l'adolescent âgé de 16 ans remontent au 18 mars 2015 vers 17h, alors qu'il rejoignait un arrêt de bus près de chez lui. Depuis, les forces de police ont déployé tout ce qui peut l'être dans une enquête de ce genre. Recherche d'indices par la police scientifique, ratissage terrestre par des gendarmes et des militaires, fouille de la Cèze, une rivière située à quelques kilomètres des lieux, étude des communications téléphoniques et d'Internet, mobilisation de la population, de ses amis, de sa famille, campagne d'affichage, rien n'y a fait. Lucas n'a toujours pas été retrouvé. 1 an après cette disparition énigmatique, plusieurs initiatives vont être lancées ce week-end par l'association Retrouvons Lucas. Un lâcher de 500 ballons aujourd'hui à 15h à Bagnols-sur-Cèze et des rassemblements dans une trentaine de villes en France. En Ligue 2 de football, Bourg-Péronat s'est imposé sur la pelouse d'Auxerre, 2-1. Tout s'est joué pour les jaunes dans les dernières minutes du match. Sané a débloqué le compteur avec ce pénalty marqué à la 83e minute. Puis c'est au tour de Boussa de compléter avec ce très joli but. Bourg mène 2-0. Auxerre réduit le score dans les arrêts de jeu. Cette victoire des Bressans devrait leur permettre de se maintenir en Ligue 2 l'an prochain selon leur entraîneur. Écoutez. C'est sûr qu'avec la victoire contre Nancy la semaine dernière et celle-ci à l'extérieur, ça nous rapproche un peu plus de notre objectif initial. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on reste concentré quand même sur les prochaines rencontres. Il en reste 7. Même quand on atteindra le maintien, il faudra quand même continuer à progresser. On est une équipe jeune qui découvre la Ligue 2, donc ça va être des matchs aussi sans pression. Peut-être après, j'espère, le plus vite possible, qui nous permettront aussi de continuer notre progression. Et puis c'était décidément une très belle soirée pour le sport bressan. En Pro B de basket, Bourg en rouge a remporté largement son derby qu'il opposait à Saint-Chamond. Large victoire 87-68. 3e succès d'affilée pour la JL qui est pour l'heure 3e au classement. Saint-Chamond avant-dernier. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, c'est le retour de La Voix est libre. Paul Satis et ses invités à ce soir 19h. La Voix est libre, deuxième partie édition spéciale consacrée aux affaires de pédophilie et d'agression sexuelle dans l'église lyonnaise. Avec nous en plateau, Laurent Duverger, membre de l'association La Parole Libérée, victime du père Prénat, André Soulier, avocat du cardinal Barbarin, et Christian Terrasse, fondateur et directeur de la revue Goliath. Pourquoi l'église catholique est-elle autant malade des affaires de pédophilie ? Pourquoi ressurgissent-elles à intervalles réguliers, pas qu'à Lyon, partout dans le monde, alors que pourtant 2 papes successifs, Benoît XVI et François, aujourd'hui, ont fait de la lutte contre la pédophilie une priorité, alors que Jean-Paul II, en 2001, parlait de tolérance zéro. On était alors en pleine révélation de l'affaire de Boston. On peut rappeler aussi que si la pédophilie dans l'Église n'est pas un phénomène récent, la révélation des affaires, elle, date de finalement peu de temps, Christian Terrasse. Les premiers scandales, c'est les années 90. Les premiers scandales, c'est les années 90. Et on a énormément de peine quand on fait des enquêtes sur la pédophilie dans l'Église à se faire relayer par les médias parce qu'on ne touche pas l'Église, on ne touche pas l'institution. Comme je le disais tout à l'heure, c'est sacré. Il faut attendre le scandale des pédophilies et de la pédophilie aux États-Unis. Je tiens à rappeler que 5000 prêtres sur 50 000 prêtres sont impliqués dans des affaires de pédophilie aux États-Unis. Il faudra attendre que le Vatican communique qu'il y a plus de 20 000 prêtres sur 400 000 dans le monde qui sont impliqués dans des dossiers de pédophilie pour prendre la mesure de la dimension planétaire, j'allais dire, de ce scandale. Combien il y a de cas connus aujourd'hui ? Plus de 20 000 cas sont instruits par le Vatican aujourd'hui sur des questions de pédophilie. Donc ce qui est énorme quand on ramène à 400 000 prêtres en termes de pourcentage. Et quand on nous dit qu'il y a
il y a autant de pédophilie dans la société que dans l'Église, ou dans l'Église il y a autant de pédophilie que dans la société. C'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup plus de pédophilie dans l'Église que dans la société. Tout ça parce qu'on ne touche pas la figure emblématique du prêtre. Et donc il faudra attendre les années 2000, notamment en 2001, avec la condamnation de Monseigneur Piquant à 3 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crime, pour que l'Église catholique de France commence à faire son mea culpa. Ça reste à ce jour, d'ailleurs, l'affaire Piquant, pour non-dénonciation, le seul évêque condamné pour non-dénonciation. C'est le seul de l'histoire. Seul de l'histoire. Et donc ça, c'est une jurisprudence qui va faire prendre conscience progressivement à l'Église qu'il faut gérer ces affaires de pédophilie autrement. Et c'est vrai, dont acte pour l'Église, qu'elle a mis en place un certain nombre de mesures, de documents, de cellules de veille pour parvenir à éradiquer ce problème. Sauf que la culture de l'Église catholique sur le terrain reste de mise et qu'elle a énormément de difficultés à affronter ces questions-là et qu'elle ne les affronte que poussée par les événements, contrainte par les événements. Sylvie Cozzolino est à Rome, justement, sur la place Saint-Pierre, depuis le Vatican, pour une enquête complète que nous diffuserons bientôt. Dans les faits, au-delà des déclarations sans ambiguïté des papes successifs et surtout du pape François, est-ce que, comme le disait Christian Terrasse, la position de l'Église sur la répression de la pédophilie reste quand même assez ambiguë ? Effectivement, je dirais que le pape François a renforcé et mis en place tout un arsenal législatif pour lutter contre la pédophilie. 2 exemples. La commission de protection des mineurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la commission Sean O'Malley, du nom de cet archevêque de Boston, nommé juste après l'affaire Spotlight. Donc ça, c'est une première commission. Puis il y a également un tribunal spécial pour juger les abus de pouvoir des évêques qui n'auraient pas dénoncé des faits de pédophilie. Ça, c'est une réalité à mettre au crédit du Vatican et du pape. Mais en fait, la réalité est un peu moins glorieuse. La commission O'Malley est absolument divisée entre les partisans du tolérance zéro, affiché par le pape François, et puis tous les autres, et il semblerait qu'ils soient largement majoritaires, qui veulent plutôt se contenter de faire de la prévention et surtout ne pas aller dans les placards chercher les cadavres du passé. Alors, on peut donner un exemple. Un cardinal australien, le cardinal Pell, accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile, récemment a été simplement mis à l'écart. Il se repose quelque part. Mais la véritable question, je pense, qui divise aujourd'hui l'Église, c'est de savoir si un évêque doit ou non dénoncer ces faits de pédophilie. Et pour l'heure, il semblerait bien que le courant opposé à cette dénonciation soit largement majoritaire à la curie romaine, Paul. Merci beaucoup Sylvie, en direct depuis la place Saint-Pierre à Rome. Alors, vous avez certainement tous vu ce film, qui est encore à l'affiche du reste, Spotlight, qui raconte justement le travail d'enquête des journalistes du Boston Globe pour dénoncer les actes de pédophilie des prêtres dans cette ville. La façon d'ailleurs dont le cardinal de Boston, Bernard Law, a non seulement couvert ces actes, mais en plus a corrompu les victimes pour qu'elles se taisent. Toute proportion gardée, et d'ailleurs les affaires de corruption mises à part qui n'existent pas en France, l'affaire lyonnaise ressemble quand même un peu pour vous à celle-là, Laurent Duverger, cette volonté d'étouffer le scandale. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'étouffer, je ne sais pas. Par contre, il y a un moment où un cardinal, premier évêque de France, se trouve confronté à un prêtre qui a commis des actes abominables, qui le reconnaît à ce moment-là, mais on a le sentiment que son supérieur ne prend pas la mesure de ces actes. Nous qui avons été enfants, qui sommes passés par là, certains avec beaucoup de brutalité d'après ce qu'on peut lire dans le dossier, ce qu'on a appris par le biais de l'association, d'autres beaucoup moins, et d'autres qui se situeraient un petit peu au milieu. Moi, il y a une régularité et une violence de certains actes qui n'est pas négligeable. À ce moment-là, je pense qu'il y a eu une erreur de commise de ne pas vouloir aller au fond, de se contenter de cette phrase laconique « vous ne comprendriez pas, je ne vais pas vous expliquer ». Moi, je reste stupéfait. André Soulier, on va beaucoup parler de prescription, évidemment, dans cette affaire. C'est même le nœud du problème. Les faits sont très anciens, donc dans le droit, en France, il y a la prescription. A priori, si on en croit la parole libérée, plusieurs dizaines d'enfants. Ils ont déjà recueilli combien 55 plaintes, 55 témoignages. Beaucoup de ces faits sont prescrits, donc il n'y aura pas de suite judiciaire parce que c'est prescrit. Est-ce que vous, le pénaliste, ça vous choque quand même qu'autant de crimes ou de délits puissent rester un peu impunis ? Parlons des délits. Moi, agression sexuelle, délit, viol, crime. Je voudrais mettre les choses au point parfaitement. Je suis un avocat et un laïc. Je ne suis pas un clerc. Je ne suis pas en charge de l'Église.
Je n'ai rien à dire sur son fonctionnement, sur ses éventuels dysfonctionnements. Moi, je me promène avec un code pénal et un code de procédure pénale. Je me promène d'abord avec quand même quelque chose que je voudrais dire. Le lynchage médiatique, aujourd'hui, où il n'y a pas de poursuite exercée contre Philippe Barbarin, citoyen français, par ailleurs cardinal, archevêque de Lyon. Il n'y a pas de poursuite, puisque le père Prénat, son dossier n'est pas communiqué à son avocat. Les médias doivent pas parler. Nous ne sommes pas impliqués dans l'affaire Prénat, pas le moins du monde, judiciairement. Et alors, en ce qui concerne l'enquête préliminaire, celle-ci a été ordonnée, elle n'a pas encore commencé. On a dit, mais il est mis en accusation. Mais c'est une plaisanterie de garçon de bain. Je proteste véhémentement au nom de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme de 89, de la Constitution de 58, du Code pénal, de la Convention européenne des droits de l'homme. On est en train de donner l'honneur de cet homme aux chiens, comme l'a dit un président de la République à propos d'un ancien Premier ministre qui s'était donné la mort. Je crois qu'il faut raison garder. Moi, je suis d'accord pour plaindre les victimes, pour adhérer, moi, à la thèse du cardinal qui dit, bon, écoutez, oui, les temps ont changé, on va être plus dur. C'est ça. Et il est décidé à le faire. Mais s'il vous plaît, dans la semaine de la Passion, je ne suis que baptisé. Je n'ai pas à parler au nom de l'Église de France. Je ne suis qu'avocat. Et au nom de la défense et des droits de l'homme, je vous en supplie, attendez que la justice ait sereinement fait son travail. Nous vous plaignons, mais nous ne pouvons pas adhérer à la campagne monumentale qui a été organisée et qui aujourd'hui, dans le silence des poursuites, campagne organisée, mais d'épargner cet homme. Par qui? Campagne organisée par qui? Je n'en sais rien. Moi, c'est une des questions qui va se poser bientôt. Pourquoi ceci a pris cette envergure? Et je vais citer juste une seule chose. Je profite, je ne donnerai pas le nom. Mais quand même, je trouve scandaleux qu'un grand journal du matin, se situant, paraît-il, à droite, ait donné la parole à quelqu'un qui s'est avancé masqué et qui refuse de donner son nom, et qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Moi, je n'ai pas à le mettre en accusation. Simplement, je vais vous dire ce que je pense. Je le plains. Laurent Duverger, souhaitez-vous que le cardinal Barbarin démissionne? Alors ça, c'est certainement pas à moi de le dire. Non, mais vous le souhaitez? Comme le dit Maître Soulier à très juste titre, et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Nous ne voulons pas la tête du cardinal, nous ne voulons pas la tête de l'Église catholique, nous voulons des réponses très simples à des questions très claires. Jusqu'à présent, nous ne les avons pas eues. Donc forcément, on met une pression supplémentaire. Le fait de ne pas avoir de réponse ne nous fera pas lâcher. Voilà. Mais effectivement, respectons le travail de la justice. Moi, effectivement, pour aller même dans votre sens, maître, voir une publicité impliquant le cardinal Barbarin, j'ai trouvé ça minable. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. On est au bout de cette émission. Il faut que je vous remercie tous les trois vraiment d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour essayer justement de dépasser un peu l'effervescence médiatique et de poser le problème. On a essayé, dans notre mesure, de prendre un peu de recul sur cette affaire très brûlante et évidemment loin d'être finie. Quelques remerciements à adresser à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. D'abord aux équipes techniques de France 3 Rhône-Alpes, en particulier Olivier Bellemin. Merci aussi à Olivier Michel, Sylvie Cozzolino, Yael Marie, Laure Croza, Antoine Oricelli, Bernard Perrin a réalisé cette émission. La semaine prochaine, La Voix est libre retrouve son format habituel, mais avec une invitée exceptionnelle, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Sa vie au gouvernement, ses réformes, ses ambitions dans la région et les problèmes de pédophilie qui existent aussi au sein de l'Éducation nationale. On ne manquera pas de sujets à aborder avec elle. Un dernier mot des programmes de France 3 Rhône-Alpes pour ce week-end. Goûtez voir demain 11h25, Odile Mathieu est en Savoie dans l'auberge du chef Philippe Carteron. Juste après, à 12h50, le magazine Chronique d'en haut nous fera rencontrer Pierre Mazot, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui est aussi un alpiniste émérite. Merci de votre attention. Très bon week-end.